bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre série sur comment aider et aimer les enfants avec des besoins spéciaux. Et si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous savez que je suis avec Vanessa et Mathieu. Vous allez bien? Oui, ça va bien, bon, merci. On termine la semaine. Voilà. Oui. En tout cas, je l'ai dit tous les jours, je pense presque, mais je le dis encore. Merci beaucoup de partager votre expérience, votre témoignage personnel. Et je trouve que je l'ai dit aussi tous les jours, mais c'est vraiment instructif. Et je trouve ça bien que dans le monde chrétien, on puisse aborder ce genre de sujet sans tabou. Et on a déjà un peu parlé du tabou qu'il pouvait y avoir, notamment par rapport à la foi et par rapport au regard des autres. Et aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur ce point-là, le regard des autres. Comment on fait? Parce qu'on a vu que vous avez trouvé un équilibre, des systèmes pour fonctionner en tant que famille, vous quatre, avec vous et vos deux enfants. Mais maintenant, il y a tout un monde aussi autour de nous qui ne comprend pas forcément ce qui se passe, comment ça se passe. Il peut y avoir des remarques, il peut y avoir des regards, de l'incompréhension. Donc, comment on fait pour pouvoir naviguer sereinement à travers tout ça, à travers le regard des autres, et notamment, je dirais aussi en tant que chrétien. Et la première des choses, c'était de pouvoir casser ce tabou. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez fait aussi avec votre entourage, de casser le tabou, de pouvoir en parler librement. Et c'est quelque chose qui est assez, pas drôle, mais c'est pas drôle, mais c'est, je sais pas comment dire, c'est agréable, je sais pas, c'est rassurant de pouvoir en parler, parce qu'on sent justement que c'est pas tabou pour vous. Du coup, on peut poser des questions, et puis on sent pas qu'on marche non plus sur des œufs, sur un terrain, oui, non, ça, attention, et tout ça. Et du coup, vous embrassez l'ignorance, mon ignorance pour le coup, pour pouvoir répondre. Et je trouve que ça aide aussi beaucoup au niveau du regard extérieur. Ouais. Je pense que le plus qu'on en parle, le plus que les gens vont être à l'aise aussi de rencontrer des enfants qui sont peut-être un peu différents. Puis toute la semaine, on a parlé de besoins spéciaux. Voilà, c'est étonnant à quel point vous pouvez être à l'aise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Parce qu'on a parlé de besoins spéciaux, mais il y a toute une batterie de besoins spéciaux. Et ça peut partir d'une dyslexie jusqu'à un trouble d'autisme grave, en passant par les TDA et TDAH, ça veut dire les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et puis tout ce qui est, comme on dit, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, on dirait qu'à chaque année, ils rajoutent un 10 quelque chose. Il y a d'autres troubles qui sortent, et puis souvent, les parents vont être déstabilisés, ils reviennent avec des bulletins scolaires catastrophiques, puis là, on leur dit, il faut que vous allez faire une évaluation, et là, c'est tout le regard des autres. C'est pas forcément juste eux puis leurs enfants, mais c'est qu'est-ce que grand-maman, grand-papa vont en penser, qu'est-ce que mes amis qui sont enseignants vont en penser, et c'est ce regard des autres qu'on veut vraiment aborder aujourd'hui. Le fait de se détacher totalement de ce que les autres peuvent penser, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Et moi, des fois, je prends un plaisir quand quelqu'un essaye de venir me poser des questions, mais qu'il n'est pas trop sûr. Est-ce que ton fils... Alors là, je les laisse pédaler parce que pour toutes les fois où les gens ont été méchants ou ont eu des commentaires négatifs, tu les laisses un petit peu dans leur inconfort. On ne va pas tout de suite les sauver. C'est un peu cruel, je trouve. Mais tu sais, des gens qui viendraient te dire « Oui, est-ce que tu as essayé spirituellement de régler la situation? » Oui, on a essayé de régler la situation. Mais c'est rigolo de se dire que le plus qu'on en parle et le moins qu'il y aura de tabou. C'est vrai. Et le plus qu'aussi on devient verbal et public avec le fait de « Ben oui, ça arrive qu'on puisse avoir des enfants qui sont neuroatypiques. » On parle d'enfants neurotypiques, ça veut dire comme dans la norme, ou neuroatypiques qui sont programmés un petit peu différemment. Et c'est de plus en plus, on a des enfants comme ça. Avant, c'était 1 sur 100, maintenant, c'est 1 sur 60. Et ça, c'est juste sur le spectre autistique. 1 sur 60. Mais c'est énorme. Vous prenez une église de 400-500 personnes, vous imaginez le nombre potentiel dans vos églises. Et là, je parle aux pasteurs qui nous regardent. Imagine le potentiel de gens qui ont besoin d'une approche ou d'un accompagnement un peu différent. Et beaucoup d'adultes ne le savent pas. Plusieurs adultes ne savent pas qu'ils sont même atteints, mais se sont toujours sentis rejetés, différents, marginaux. En décalage. Oui, en décalage. Et le fait qu'on parle
de l'autisme, on parle des besoins spéciaux, puis on parle aussi de comment les accompagner. Je pense que ça va briser des tabous et ça va libérer des gens. Mais parce que quand on a des mots comme ça, comme handicap, besoins spéciaux, autisme, et tu en as parlé, Vanessa, en début de semaine, on peut avoir ces images d'handicap qui peuvent être très lourds, d'enfants, comme tu disais, qui se frappent la tête, etc. Et du coup, comme tu as dit, il y a tout un spectre, c'est ça. Il peut y avoir différents degrés et ça peut être difficile de se dire... Ce beau jeune homme, beau grand jeune homme, comme vous l'avez partagé cette semaine, veut absolument sa boîte à 2 poulets avec ses frites. Et ça peut créer un décalage par rapport à ce que les gens voient, ce que les gens pensent comprendre de la situation. Se dire, c'est des parents peut-être qui se laissent marcher sur les pieds. Exactement, parce que c'est un handicap qui est invisible à l'œil nu. Quand un enfant a un handicap visible, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a une compassion tout de suite qui s'installe. Par rapport à l'autisme, c'est souvent invisible. Donc, on ne le verra pas à moins qu'il y ait une réaction. Puis on dit qu'il y a un décalage dans la réaction, mais il y a des gens qui vont prendre ça pour du caprice ou qui vont prendre ça pour une mauvaise éducation. Et ça, ce n'était pas toujours évident. Pour nous, surtout avec mes parents qui étaient en Suisse puis qui étaient aussi très stricts, arriver à savoir est-ce qu'il fait un caprice ou est-ce que c'est parce qu'il y a certaines limites, tu vois? Mais c'était vraiment ça, c'était le regard des autres, puis tu dis, parce que les gens semblent toujours avoir une solution pour ton enfant, puis être spécialisé, tu comprends, tu dis non, mais tu peux pas laisser ton enfant faire ça. Oui, mais tu comprends pas. Et c'est là, des fois, il y a le décalage entre vivre avec quelqu'un qui souffre avec l'autisme, dans le fond, versus quelqu'un qui est juste de l'extérieur, qui voit à quelques reprises certains éléments, puis dit non, mais il faut que vous soyez plus strict, il faut que vous mettez plus de règlements, puis tout ça. Puis, qui jugent. Qui vont juger. Je pense que dans le fond, on a appris, je pense, à s'adapter, puis à ne pas nécessairement toujours considérer. On voit ça un peu comme de l'ignorance. Comme souvent, les gens, on voit, c'est juste qu'ils sont ignorants par rapport à la situation, puis par rapport à lui. Ils ne comprennent pas nécessairement 100% toute l'évolution que nous, on a eue à la maison. Et parce qu'il est quand même bon pour cacher certains éléments en public, comme il va jamais être... Il va répondre cra ou comment il pense à la maison, puis des fois en public, il va se retenir. Il va faire des efforts. Il va faire des efforts. On va voir qu'il se pousse. Au moins, il fait des efforts en public. Il fait des efforts. Il montre son bonjour. On fait tous des efforts. On fait tout ça, en fait. Toujours mieux à l'extérieur. C'est vrai. Mais je pense que le plus difficile quand on parle du regard des autres, ça a surtout été lorsqu'on a reçu le diagnostic. Moi, j'étais soulagée. Je me disais, bon, enfin, on a un diagnostic, c'est pas de notre faute. On va pouvoir avoir des outils, on va pouvoir avoir des ressources. Et là, de certains membres de nos familles qui ont dit « Mais non, mais c'est pas vrai, il n'est pas autiste. Moi, je crois pas à ça, j'accepte pas ça. » Ben oui, mais alors attends, tu vis pas avec toujours. Finalement, on a un diagnostic et toi, tu veux pas y croire. Parce qu'ils pensaient que l'autisme, en général, c'était l'enfant va flapper, il va faire comme ça avec ses mains, il va se taper la tête contre les murs, il va se rouler par terre. Et ça, il le faisait pas. Mais il y a toute une batterie, il y a une grande liste de symptômes. Puis il faut que l'enfant ait au moins 6 à 9 de ces symptômes de façon constante. Et puis que ça nuise à son intégration. Donc, on peut tous avoir quelques signes, ne pas aimer avoir plein de bruit en public, trop de lumière, tu vois, c'était des petits symptômes où tu entends les bruits, tu entends tous les bruits, tu entends les bruits des gens qui marchent, tu entends les bruits à la cuisine, tout est... Hypersensibilisé. Il y a beaucoup d'emphase, hypersensibilité. Il y a des gens qui ont de l'hypersensibilité, ils ne sont pas sur le spectre autistique. Mais c'est avoir 6 à 9 de ces symptômes. Donc, moi, j'ai dû expliquer à nos familles, j'ai dû me documenter, puis après faire de l'éducation auprès de nos familles en disant « Mais oui, mais regarde. » Puis après, ils ont compris, en passant du temps avec notre fils, ils ont compris le degré, puis comment aussi s'ajuster avec lui. Et aussi l'adaptation de dire, mais vous acceptez un diagnostic qui est antibiblique. C'est toute cette notion aussi de dire, non, mais on n'est pas supposé d'accepter un diagnostic par rapport. Ça. Mais pour nous, c'était une réalité maintenant qui était devenue plus claire. Puis comme on dit dans les émissions précédentes, c'est qu'on peut après ça savoir comment s'adapter, puis comment faire face aussi spirituellement, comment prier, dans quelle direction, dans quel sens prier.
Et je sais que par rapport au regard des autres, il y a beaucoup de familles qui ont des craintes d'aller chercher un diagnostic parce que tu dois aller chez un psychologue. Tu dois aller chez un spécialiste. Et juste le terme psychologue dans le monde chrétien, c'est parfois mal vu. Mais si tu n'as pas de diagnostic, ça ne veut pas dire que tu vas faire un traitement chez ton psychologue. Ça ne veut pas dire que tu vas être suivi par un psychologue pendant toute ta vie. Mais au moins, pour les familles qui nous regardent, au moins avoir un diagnostic par un professionnel de la santé vous donnera des ressources, vous donnera un support aussi pour aller chercher de l'aide financière, pour pouvoir aller chercher des outils, de l'appui scolaire. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chez le psychologue pour faire un diagnostic quand il y a des troubles de l'apprentissage, des troubles sociaux. Je dirais, allez-y. Puis ensuite, avec la connaissance, on s'équipe, on fait de la recherche et puis on avance. Et quel conseil vous pourriez donner pour réagir quand il y a des situations, que ce soit au parc, à l'école, à la garderie, dans la rue, avec une voisine, etc. Il y a un comportement qui est en décalage. Est-ce que vous conseilleriez d'expliquer ou on se dit, bon, écoute, c'est pas grave, c'est quelqu'un qu'on verra peut-être jamais, on passe notre chemin? Alors, c'est-à-dire que si moi, j'étais avec une maman, puis disons au parc, puis il y avait un comportement, puis je voyais que ça créait un malaise, je lui laissais savoir. J'ai dit, oh, il a plaisir à faire, tu sais, il est sur le spectre autistique, puis ça, c'est quelque chose par rapport au sable, puis toucher le sable, ça, qui le rassure. Je laissais savoir. Je laissais savoir pour ne pas créer justement ce malaise. Et c'était quoi, en général, la réaction quand tu disais très ça? Positif, très positif. Au moment où ils le savent, et même, je dirais même dans le milieu scolaire, au moment où on le sait, il y a tout de suite la compassion. Au moment où tu dis autisme, ah ben oui, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le savoir, vous auriez dû me le dire avant. Tu vois? Et on l'a expérimenté aussi au niveau collégial. Je me disais, au niveau collégial, ça risque d'être difficile, on va l'accompagner. Et à notre grande surprise, il y avait un organisme qui s'appelle La Boussole, qui était spécialisé pour l'appui pour tous les enfants qui avaient des troubles. De tous les troubles qu'on a cités, il y avait de l'appui. Ça passait de quelqu'un qui t'aide à prendre des notes à la possibilité d'avoir un laptop pour toi si tu n'en as pas, la possibilité d'avoir plus de temps pour tes tests. Donc, tout ça, on ne le sait peut-être pas. Mais si vous êtes à la maison, puis que vous avez un enfant avec des difficultés et un diagnostic, au collège, à l'université, il peut avoir de l'appui. Donc, il peut faire des études comme tout le monde, juste avec un petit coup de pouce. Les tests sont les mêmes, ils ont juste plus de temps pour le faire, mais ils ont plus d'appui aussi, plus d'outils pour leur apprentissage. Et dès que le prof sait qu'il y a plus d'appui, il y a aussi une compréhension de la place du prof. Vu qu'on parle du regard des autres, mais le prof est plus compréhensif aussi, sachant que cet enfant a des défis. Donc le regard des autres, ça va un petit peu dans les deux sens au final. Oui. Quelquefois, c'est positif. Quelquefois, ça aide. Absolument, absolument. Donc, il n'y a pas que des gens malveillants. Il n'y a pas que des gens malveillants. Et on s'est rendu compte de ça, que nous faisions partie de la solution en éduquant aussi les gens qui n'ont aucune idée. Tu vois? Et même au niveau de l'emploi professionnel, je dirais, on a eu l'expérience d'essayer de décrocher un emploi sans dire qu'il y avait un défi. Alors, il est rentré dans un endroit où il voulait travailler. Il est allé comme un grand faire son entrevue avec 3 patrons. Il a décroché l'entrevue, décroché le poste. Il était revenu tout fier. Mais c'était un poste c'était un poste que je dirais service à la clientèle, très rapide. Il fallait faire beaucoup de tâches et tout ça. Et ça l'a dépassé. Donc, après 7 jours, ils lui ont dit, écoute, on n'a plus besoin de toi. Il est rentré à la maison pleurant. Donc, c'était le drame. Et moi, en tant que maman, je disais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Seigneur, tu nous as donné, tu nous as apporté ton aide, tu nous as porté jusque-là. Finalement, il avait décroché l'emploi. On pensait qu'on était arrivé quelque part, puis qu'il y avait une nouvelle saison qui commençait et on avait l'impression qu'on revenait en arrière. Et je sentais au fond de moi qu'il fallait m'asseoir avec le patron pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, puis l'aider dans sa prochaine recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'il devrait faire de mieux? Donc, mon mari m'a appuyée. Si tu le ressens, vas-y, toi.
Un Donc, bel j'y appui, suis Mathieu. allée. Mais tu vois le scénario, tu vois le scénario. Alors, j'arrive dans le bureau du patron, je dis, je suis la maman à Kylian, toi, il y a 21 ans, tu peux imaginer un peu le décalage. Puis il me dit, ah, mais asseyez-vous, super sympa, très, très familial, l'entreprise familiale et tout. Il dit, je vais appeler son gérant, il appelle le gérant, on discute de la situation, il m'explique un petit peu les défis qu'il y avait eu et tout ça. Puis j'ai dit, ah, ben, il voulait tellement décrocher cet emploi sans dire qu'il était sur le spectre autistique, sachant que il voulait, en tout cas, il voulait le faire comme ça. Et là, le gérant, à ma grande surprise, me répond, ah, mais vous auriez dû me le dire. Mon fils est lui-même sur le spectre. Donc, je comprends, est-ce qu'il a un déficit d'attention? Je dis oui. Il comprenait la situation. Il dit, maintenant que vous me le dites, j'aurais dû le voir. J'aurais eu plus de patience et de compréhension. Alors, en discutant comme ça, il décide de lui offrir une deuxième chance, de lui trouver un poste plus adapté en informatique, dans les serveurs et tout ça. Et là, il a commencé depuis quelque temps et ça se passe bien. Mais j'ai vu la faveur de Dieu aussi à travers ça. Et tu vois, le regard des autres, on aurait dû le dire depuis le début. On aurait dû le dire depuis le Parce que début. des fois, on se dit, mais on ne veut pas le dire parce qu'on veut une certaine normalité pour C'est lui ça. aussi. De dire qu'il est capable d'avoir un emploi sans nécessairement dire qu'il y a des troubles avec l'autisme. Ouais. Mais finalement, ça a été la meilleure chose de ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent parce que, comme tu dis, il y a plus de compassion. Ouais. Les gens, lorsqu'ils savent qu'il y a un handicap ou qu'il est ralenti en quelque part, ils veulent adapter. C'est comme n'importe qui. Si on sait que tu as de la misère à voir, mais on va lire pour toi ou on va s'adapter. Mais il a trouvé un poste, mais ce n'est pas un poste qui est adapté. Ça veut dire que c'est un poste régulier, mais ils ont trouvé un poste qui lui convenait. Qui lui convient, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a ce mot aussi, handicapé, qui est très, très difficile à vivre, qui est très difficile à vivre. Hein? Quand il nous parlait de handicap, même si c'est un handicap qui est invisible, c'est très difficile à vivre. Je pense que moi, je n'ai encore pas accepté ce terme. Je préfère dire il est sur spectre autistique, c'est une autre intelligence, c'est neuroatypique. Ça va. Ça va. Quand tu dis, c'est quand tu vois dans les formulaires, tu coches les formulaires de prêt, bourse pour les études, est-ce que l'enfant est handicapé? Ce mot handicap, ça, je dois dire que j'ai de la peine. C'est difficile à quelque part, je le refuse parce que je refuse que ce soit un handicap. Moi, je me dis c'est peut-être une autre intelligence. Mais ça, c'est personnel. Hein, Mais ceci dit, en tout cas, votre fils, moi, je trouve, le démontre bien que c'est une autre intelligence parce que, comme vous l'avez expliqué, il a quand même largement dépassé tous les pronostics médicaux, tout ce qui avait été dit, scolaire, etc. Et en fait, le fait aussi que vous ayez la foi et que vous croyez sans que ça devienne un boulet, un fardeau qui vient de voler votre joie, c'est de se dire, on profite de ce moment présent, on comprend la situation, mais on continue de croire et puis de pousser. Et on n'est pas là pour excuser, mais on veut quand même on veut comprendre et puis on veut que les autres puissent comprendre et pour pouvoir trouver quelque chose qui convient. C'est vrai que c'est pas forcément besoin d'être adapté parce que, et c'est y compris dans l'Église. Dans l'Église, je pense qu'il y a des places qui conviennent mieux à certaines personnes et particulièrement aussi à des personnes qui ont des besoins spéciaux et par ignorance ou par peut-être peur aussi, on peut se dire apparemment, il a des besoins spéciaux, il pourra rien faire dans l'Église, il n'y a rien. Mais c'est d'avoir aussi peut-être en tant que responsable, en tant que leader, avoir cette ouverture de se dire, non, il y a une place aussi, il y a une place. Et en ce qui concerne votre fils, il sert à l'Église, il est bien actif à l'Église. Fidèlement, il sert dans un domaine où il aime beaucoup. Il travaille dans le son, il est très sensible à la musique. D'ailleurs, il est très bon musicien. C'est qu'il va jouer de la batterie. Il joue très bien. Puis on essaie de l'encourager, mais lui, tout de suite, pour lui, il vient vite tanné. Il apprend le piano. Alors là, il joue le piano aussi. Là, il va apprendre la guitare. Je dis non, mais il faut que tu apprennes bien la batterie. C'est ça. Une fois que tu maîtrises, tu peux peut-être apprendre quelque chose d'autre, mais tout en le laissant explorer. Puis en le laissant, tu vois, travailler au sein de l'Église, on réalise que oui, Dieu a aussi une place pour ces gens-là. Puis que peut-être que ce ne sera pas fait à la façon dont comme nous, on aimerait le faire. Mais le but ultime d'un pasteur puis d'un dirigeant, c'est d'arriver au but ultime. Et des fois, ce n'est pas toujours à la façon que nous, on aimerait la chose que ce soit faite. Mais ultimement,
le travail se fait. Et puis, C'est c'est dans l'intégration de tous ces gens-là aussi. Depuis tout jeune, depuis qu'il a 8-9 ans, il fait la caméra parce que ça l'intéressait, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est son, lumière, technique. Et puis aujourd'hui, il fait le son Internet. Donc, c'est lui qui règle le son Internet pour toutes nos diffusions. C'est une grosse responsabilité. Oui, très grosse. Mais il a une très bonne oreille et il aime ça. Il aime ça et durant la pandémie, il en a fait beaucoup. On a fait la louange en famille dans le salon, il jouait du tam-tam. Donc, il a été très, très utile et puis il a pu vraiment mettre ses capacités pour le royaume de Dieu. Et je pense que si on arrive à trouver dans nos églises aussi des places dans la technique, on ne les mettra pas dans l'équipe de communication ni à l'accueil des nouveaux. S'il y a un décalage au niveau social un petit peu, qui sont très noirs et blancs ou très cracra, tu vois, un petit peu dans le style, mais trouver des places pour ces enfants, pour ces jeunes-là qui se sentent valorisés. Et puis je dirais même, on a même été jusqu'à ouvrir des classes spéciales d'école du dimanche. Ah ouais, wow. On a eu, avant la pandémie, on avait une classe qui s'appelait les Amis spéciaux, et où on accueillait tous ces jeunes qui n'arrivaient pas à fonctionner dans des classes régulières. On les accueillait dans une classe où on avait un petit peu plus de staff, de 1 à 1, pour pouvoir offrir à ces familles qui n'allaient peut-être plus à l'église parce que c'est trop difficile d'avoir un enfant qui crie dans le service. Mais on leur offrait un service d'église avec des besoins spéciaux. Et puis notre but à la rentrée, une fois qu'on peut reprendre toutes les classes, ce serait d'avoir encore ce service, mais intégré à nos classes. Donc d'avoir plus de staff, plus de personnel, mais d'essayer de les intégrer à nos écoles du dimanche régulières. Je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'encore une fois, ça rejoint un peu la même problématique, un peu du tabou. Est-ce que ça va pas contre la foi, etc. Mais on se retrouve avec des familles qui ont des enfants avec des besoins spéciaux qui fonctionnent pas bien à l'école. Et c'est une souffrance, il y a beaucoup de solitude. Puis ces mêmes familles arrivent à l'église et puis même si on dit l'école du dimanche, pas l'école, ceci dit, ça fonctionne sur le même système. Et du coup, c'est un système qui correspond pas à tous les enfants, où il y a encore des enfants qui vont se retrouver en marge, des enfants qui vont être exclus, toujours les mêmes enfants que tu ramènes aux parents. Et pour eux, du lundi au vendredi, c'est déjà leur vie avec l'école. Puis c'est encore leur vie à l'église. Et je trouve ça super si à l'église, on peut s'ouvrir et faire les choses différemment avec un esprit d'amour. Et cet esprit d'amour-là vient nourrir cet esprit de foi. Avoir une foi, non, ton enfant doit être guéri, point barre. Mais on n'a rien à proposer pour vous, ni pour votre famille, ni pour votre enfant. Je ne pense pas que ça démontre le cœur de Dieu. Et c'est certain qu'il y a une place dans le cœur de Dieu pour chacun de ses enfants. Mais maintenant, c'est à nous, en tant qu'Église et en tant que pasteur et leader, de leur donner une place concrètement parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Je dirais une place pour ces enfants-là, puis une place de soutien pour ses parents. Ah ouais. Parce que s'ils peuvent trouver un moyen d'aller se ressourcer, d'avoir des gens à qui ils peuvent parler, la souffrance est énorme. Puis des fois, tu te sens seul à la maison, tu te bats. En fait, tu te bats pour ton enfant contre les professeurs d'école, contre le conseil scolaire qui veut le placer à quelque part et toi, tu veux pas. Et là, tu es avec ton médecin. Des fois, il est d'accord, des fois, il n'est pas d'accord. Tu as l'impression que c'est un combat constant pour que ton enfant puisse être intégré, pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse faire partie de l'équipe de soccer. Parce que quand le ballon et l'équipe est là et lui, il joue tout seul avec le ballon, les autres disent, il n'a rien à faire. Oui, mais si vous pouviez l'intégrer, tu comprends? Donc, tu as l'impression que tu es tout le temps en train de te battre. Mais le fait d'arriver à l'église puis de dire on t'accueille avec les bras ouverts. Il y a d'autres familles qui même ont des jeunes adultes handicapés chez eux, qui les ont pris puis qui en ont fait une famille du répit. Qui offrait du répit pour ces enfants-là. Je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que on a un rôle à jouer dans notre société, un rôle de compassion, d'offrir du répit aussi pour ces enfants-là. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Vanessa, ou toi, Mathieu, avant qu'on termine? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse prier. Oui. Là, je pense que la dernière clé, c'était l'histoire on avait décidé d'en rire. On n'en a pas parlé encore. Ça, c'est plus dans les dernières années. Au lieu d'être gêné, au lieu d'être frustré, quand il y avait des comportements très,
très autistique, comme l'histoire de la boîte du poulet, là, on riait. On se regardait, puis on riait parce qu'on savait, juste à se regarder, que ça servait même à rien de se battre, on rajoutera rien du tout, parce que ça, c'est vraiment, le mur est levé, il n'y a plus rien qui passe, ça sert à rien de dire quoi que ce soit, on va juste attendre que ça se calme, parce que là, on fait face, pas à notre enfant, mais on faisait face à l'autisme, tu vois. Donc là, on en rit, puis moi, j'ai un carnet d'anecdotes. Oui, carrément. Parce qu'il y a tellement de petites choses rigolotes que des fois, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Ça a été un petit peu notre philosophie. Je dis toujours à ma femme, on devrait écrire un livre. Un jour. Un jour, on va écrire un livre avec toutes les anecdotes, puis les gens se retrouvent dans ces histoires, surtout s'ils ont des enfants avec des besoins spéciaux. Ils se retrouvent à l'intérieur de ça, où est-ce que tu n'es pas prisonnier en tant que parent, mais tu es comme dans un autre monde que les gens de l'extérieur qui ont des enfants tout à fait, qui ont étudié, qui n'ont pas de problème, tout va bien. Tu as l'impression qu'ils captent moins, tu vois, c'est plus difficile, mais en tout cas, je trouve que c'est... Je pense que vous l'avez bien fait au cours de toute la semaine en partageant. Donc, c'est le préambule pour un livre, si vous voulez. Mais avant qu'on termine cette semaine, j'aurais aimé qu'on puisse prier. Vanessa, si vous pouvez prier. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui nous regardent et qu'on puisse les soutenir dans la prière. Absolument. Seigneur, on te prie pour toutes ces mamans qui nous regardent. Je te prie pour tous ces cœurs brisés, ces rêves brisés aussi. Seigneur, que tu puisses aller leur donner de l'espoir là où elles sont. En écoutant ces émissions, en écoutant notre histoire, que ça puisse leur donner d'oser rêver à nouveau, de trouver des solutions. Que Seigneur, toi, tu as des solutions pour ces familles. Je te demande d'aller les conseiller, d'aller les relever, Seigneur, là où elles sont, d'aller les remplir d'espoir, Seigneur, aussi qu'elles puissent trouver un réseau de soutien, Seigneur, et que ces familles puissent être encouragées. Et pour toutes les familles aussi qui ont déjà un diagnostic et pour qui c'est dur, Seigneur, mais que tu leur donnes cette joie, que tu renouvelles leur joie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que vous puissiez être fortifiés aujourd'hui. Amen. Amen. Encore merci beaucoup à vous deux. Merci, je pense que ça amène beaucoup de clarté pour certains parents, aussi pour l'entourage et pour l'Église. Et j'aimerais rebondir encore une fois sur ça. Même si vous n'avez pas vous-même d'enfants avec des besoins spéciaux, il y en a autour de vous. Et c'est l'occasion rêvée pour pouvoir manifester de la compassion, pour pouvoir manifester de l'amour, pour pouvoir aussi vous documenter, pour avoir une approche qui soit plus appropriée pour aussi toucher et gagner le cœur de ces enfants qui sont très attachants, qui ont plein de belles qualités, qui sont peut-être différents des enfants que vous avez rencontrés jusqu'ici, et particulièrement pour les moniteurs, les animateurs dans les écoles du dimanche à l'église. Renseignez-vous, vraiment renseignez-vous, prenez le temps de vous instruire à ce sujet pour pouvoir accueillir ces enfants avec peut-être un côté plus professionnel et plus adapté, et pour que ces enfants puissent se sentir accueillis par vous comme ils le sont de la part de Dieu. Alors on vous dit à bientôt dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.